En guise d'introduction, en fait, cette répartition, on aurait pu la faire complètement au hasard avec Samy, je crois. C'est ce qu'on dit toujours dans des procônes, on va dire fair play, où en fait, il aurait pu utiliser Mediapo comme je pourrais utiliser le sien et faire le pour ou le contre. Et en fait, je ne sais pas comment est-ce qu'on a été chacun attribué. Je pense que c'est un hasard que chacun ait cette répartition, le pro, le contre. En fait, c'est pas vraiment un pour ou contre, puisque finalement, la question qui était posée, c'était faut-il revoir? Donc, c'était pas faut-il ne plus faire de curare ou pour ou contre les curares. C'est plus revoir ou pas revoir. Donc, ça permettait de faire le débat. Alors, je vous propose, sur le quart d'heure qui m'est imparti, pour essayer de vous convaincre qu'il faut revoir la place des curares, les objectifs suivants. Tout d'abord, je vais vous rappeler brièvement les effets indésirables de la sédation en général et des myorelaxants, c'est-à-dire des curares en particulier, pour montrer à quel point c'est très important de toujours reconsidérer la place des curares, en particulier dans le SDRA. Deuxièmement, rappeler les effets bénéfiques, mais ça sera très très survolé puisque c'est une partie où je pense Samy le fera en détail et comment leur mécanisme d'action comment expliquer les différentes hypothèses pour expliquer les potentielles améliorations qui sont observées, bien que ça reste une controverse. Et puis après, je ferai un peu preuve je dis pas de mauvaise foi, mais j'essaierai de jouer le jeu de rôle qu'on m'a confié, c'est-à-dire d'être un petit peu taquin et d'essayer de vous dire oui, oui, les myorelaxants, c'est peut-être bien, mais attention, ça peut aussi être pas bien. Et surtout, bien sûr, je vais m'appuyer sur la polémique avec la fameuse étude rose du groupe PETAL, qui est l'ancien groupe donc de la RDS Network, que je vous expliquerai. Et enfin, je finirai sur les principaux messages que je pourrais retenir et faire des propositions que l'on a convenu avec Karim et Samy de discuter à la fin pour essayer de vous faire passer, j'allais dire, des messages de ce qu'il faut peut-être faire au lit du malade, et c'est peut-être le plus important à mes yeux. Alors, je suis désolé, mais je fais un peu de pub pour le journal Intensive Care Médecine. Je vous recommande fortement d'aller voir cette spéciale issue. Donc, c'est un numéro spécial qui a été mis en ligne au mois de décembre, dans lequel vous retrouvez la Bible de tout ce qui est nouveau en ventilation mécanique avec les plus grands experts internationaux. Et tous les articles sont free. Il y a plus de 30 articles. Ils sont tous gratuits, accessibles en ligne. Dès aujourd'hui, vous pouvez les récupérer. Alors, vous verrez, il y a de tout, hein. Il y a des éditoriaux, il y a des reviews, des narrative reviews, des Understanding the Disease, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, je vais m'appuyer sur peut-être le papier principal qui est le support de ma présentation. C'est d'ailleurs le papier coordonné par Samy concernant les myorelaxants avec une vraie mise à jour. C'est un excellent papier que je vous recommande à tous. Et aussi, je m'appuierai sur une mise à jour, une state of the art avec vraiment tous les experts mondiaux de la sédation, qui est papier coordonné par Gérald Deschamps et John Kress. Alors, pourquoi je suis attaché à ça? Parce que ce numéro, c'est moi qui l'ai coordonné et vraiment, on a essayé de faire ce qu'il y avait de mieux et vous répondez à tout à travers cela. Alors, en guise d'introduction, la sédation de la RDS a beaucoup d'effets secondaires et surtout une sédation non optimale. Donc, je vous renvoie vers cette revue exceptionnelle. C'est la première fois qu'on a une revue aussi complète sur l'analgésie et la sédation chez des patients SDRA. Vraiment, je tiens à vous le recommander fortement et à féliciter Gérald pour tout le travail qu'il a fait pour coordonner les plus grands experts mondiaux du sujet. Alors, l'introduction, c'est l'inactivité en fait du patient, que ce soit l'inactivité musculaire globale ou de ses fonctions respiratoires, va montrer qu'il n'y a pas d'effort et finalement va mettre tout ceci donc au repos et donc va entraîner probablement des atrophies et des problèmes aussi de PTSD très importants. Lorsque le patient a un petit peu d'effort présent, c'est déjà beaucoup mieux, ça commence à être un bon niveau. Et puis quand il y en a beaucoup, on va arriver à ce qu'on appelle des efforts très 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 importants avec une asynchronie. Et le médecin se trouve confronté devant ce qu'on appelle un patient qui lutte. Et une des facilités est bien sûr de sédater fortement le patient et sédater fortement, voire utiliser des curares qui ont des effets délétères, alors que peut-être il faudrait revoir ça, parfois l'étiologie. C'est la première chose qu'il faut voir, pourquoi est-ce que ce malade se comporte comme ça.
et bien évidemment peut-être optimiser la ventilation en changeant de mode ou en le mettant dans un mode ventilation spontanée. Vous voyez ici qu'on voit des stake breaths, c'est-à-dire des doubles déclenchements qui, comme conséquence d'induire, au lieu d'insuffler un volume courant, le malade va recevoir 2 volumes courants, c'est-à-dire s'il était réglé à 400 ou 500 ml, il recevra 1 litre d'un coup, et donc ça peut entraîner beaucoup de lésions, en particulier des lésions de volo et barotrauma. Pour résumer ces effets, je vous ai fait cette courbe en Y avec en ordonnée le risque et en abscisse le niveau d'assistance, que ce soit de la sédation ou de la ventilation, puisque c'est indissociable. Et effectivement, c'est assez simple de comprendre que si vous êtes sous-assisté, vous allez avoir toutes les complications de la sous-assistance que je vous ai repéré ici avec la synchronie, la détresse respiratoire, ce qu'on appelle le self-induced lung injury. Je pense que ça m'y reviendra dessus. C'est le malade qui se fait du mal lui-même en tirant trop fort sur ses muscles, avec des lésions donc diaphragmatiques et toutes les complications habituelles, mais surtout un stress post-traumatique à distance, ça peut aller jusqu'à plusieurs années ensuite. À l'inverse, quand c'est trop assisté, en sédation ou en ventilation, vous allez avoir les complications que vous connaissez, des durées de séjour rallongées, les infections nosocomiales, la fameuse neuromyopathie qu'il faut prévenir dès le premier jour, les lésions diaphragmatiques, des durées de ventilation plus longues et bien sûr, à l'origine, tout ça d'une morbidité augmentée et des PTSD aussi compliqués. Donc il faut savoir définir cette zone dite de confort qui est, que j'appellerais moi, la baisse zone optimale, pas trop et pas assez. Mais c'est en ce sens que, attention au curare, la curare c'est une manière de tout gommer puisqu'il n'y a plus du tout de déclenchement et donc on se croit tranquille alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Alors effectivement, les effets indésirables des curares sont reportés ici dans le tableau de cette superbe revue de Samy. Vous voyez, alors il y a plusieurs tableaux, plusieurs figures. Dans le tableau 4, il a été reporté, donc, bien sûr, cette neuromyopathie de Réa et puis la safety. Donc, déjà, attention, ce n'est pas quelque chose de totalement safe, comme vous pouvez le savoir, avec, bien sûr, des doses. Plus les doses sont augmentées, plus c'est associé à un sepsis, à des corticoïdes ou des aminosides, et plus on aura la survenue de cette neuromyopathie. C'est un sujet débattu, mais dans la vraie vie, c'est quand même ça. Et puis, il y a les autres complications, les complications, bien évidemment, de décubitus, les complications oculaires, toutes les lésions que l'on connaît, et surtout les complications, ce qu'on appelle de mémorisation, comme ça a été rapporté. Dans cette figure aussi, les auteurs le rappellent, et donc rappellent les bonnes pratiques pour bien utiliser les curares et surtout savoir bien sédater le patient comme on le sait. Donc brièvement, en une diapo, voici les principales complications qu'il faudra prévenir et surtout éviter et gérer. Les complications à type de neuromyopathie, c'est un espèce de tiroir où on met tout, on va pas rentrer dans le sujet de la neuromyopathie de Réa qui englobe vraiment beaucoup de sous-entités. Les effets cardiovasculaires qui sont parfois sous-estimés, on le verra dans l'étude rose. La durée de ventilation prolongée, ça c'est bien rapporté, de même qu'en Réa, et puis surtout la non-optimale sédation. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous avez en fait dans ces guidelines que je vous recommande, publiés en 2016, comment bien utiliser les curares. Il est rappelé de bien assurer une sédation et une analgésie avant de commencer la curarisation, ce qui n'est pas toujours fait. Donc ça, on doit évaluer avec des scores de type de sédation, score RAS par exemple, et des scores de douleur type BPS avant d'introduire les curares normalement pour être sûr que le patient est sédaté, puisqu'on verra qu'en fait, les monitorages d'électroencéphalogramme essentiellement par le BIS n'ont pas été discutés et surtout, elles ont des grandes limites. Il faut savoir interrompre, il faut faire des tests on-off très rapidement, des curares tout le temps, et surtout monitorer. C'est très important de monitorer avec un TOF, donc tout le monde normalement doit avoir un curamètre dans son service pour pouvoir utiliser le curare. Et je vous recommande d'utiliser la méthode dite de Assenoun. Cette méthode consiste vraiment à mesurer la profondeur de la curarisation de ces patients. Un papier illustre bien cela, donc je remercie Gérald de m'avoir donné cette diapositive, en fait, qui montre que, contrairement à ce qu'on croit, quasiment plus de 10% des patients, on pense qu'ils sont sédatés, alors qu'en fait, avec un BIS, pourtant le BIS est inférieur à 60, ce qui est quand même un BIS qui normalement induit normalement la tranquillité pour le médecin. En fait, on voit que 10% au moins
n'étaient pas endormis. Donc ça veut dire vous retrouvez dans la situation qui est la plus horrible à craindre, c'est-à-dire des patients curarisés qui ne peuvent pas bouger avec un éveil totalement complet et donc vraiment des patients réveillés, ils entendent tout ce qu'on dit, donc c'est horrible. Donc attention, ça c'est aussi un effet majeur. Alors les effets des actions, ils ont été extrêmement bien résumés. Alors c'est en une diapo, Samy reviendra dessus, donc je ne vais pas m'attarder, par ce merveilleux éditorial qui a accompagné la publication de l'étude Accurasis, donc la fameuse étude Accurasis de nos amis marseillais Laurent Papazian et Samy, où là ils expliquent tous les mécanismes d'action possibles, puisque finalement on n'est pas sûr, on ne sait pas, on a des hypothèses, ça a été vérifié plus ou moins, donc un mécanisme d'action sur les asynchronies, donc moins de lésions de stress sur la synchronie des patients, des lésions qui permettent un effet direct qui permet de diminuer donc les lésions pulmonaires avec une activité peut-être anti-médiateur et surtout une activité anti-inflammatoire avec des mécanismes qui ont été évoqués. Donc tout ceci, on ne sait pas si c'est une activité mécanistique ou une activité systémique anti-inflammatoire. Je pense que Samy en reparlera, mais toutes les hypothèses sont évoquées et ça permet d'observer des effets directs ou des effets indirects. Alors moi j'adore un papier, je le cite parce que ce papier, je l'avais beaucoup suivi au départ pour cette publication de Vito Fanelli, coordonné par Arthur Sletsky. Ils avaient étudié cette hypothèse de l'action de la réponse inflammatoire lors d'un ARDS induit, et vous voulez regarder si finalement il y avait une activité anti-inflammatoire, et en fait les auteurs avaient testé essentiellement donc les récepteurs, comme ils ont vu que les récepteurs acétylcholéquiniques étaient antagonisés par les curares, et donc c'est ce qui expliquerait peut-être une activité anti-inflammatoire au même titre que peut-être des corticoïdes ou des INS. Et en fait, ils concluent à ça. Vous voyez, ils ont testé cette hypothèse chez des rats et ils ont fait des prélèvements de tous les médiateurs pro- et anti-inflammatoires, aussi bien dans le plasma que dans les alvéoles des lapins. Et ils revoyaient quand même une diminution à chaque fois de l'activité inflammatoire lorsqu'ils introduisaient le curare dans ce cas-là. Donc c'est aussi un mécanisme qui va en faveur d'une activité anti-inflammatoire propre de la molécule, mais ça n'a pas été reproduit chez l'homme à ma connaissance. Samy nous complétera ceci. Alors, les évidences cliniques, c'est ça qui nous intéresse, nous, au quotidien, on va dire. Vous savez, pour mémoire, qu'il y a 3 actions aujourd'hui qui ont permis de diminuer la mortalité en réanimation des SDRA. C'est la diminution du volume courant. On recommande des volumes bas, environ à 6000 kg, voire plus bas. Le décubitus ventral, ça a été rapporté par la fameuse étude Proceva de nos amis lyonnais, donc avec Claude Guérin. Et enfin, l'étude des myorelaxants des curars Accurasis coordonnée et de Laurent Papazian et de tous nos amis marseillais. C'est ce qui a permis dans cette première recommandation qui était faite dans la définition du JAMA et les recommandations, vous voyez, de rappeler que les curars étaient indiqués chez les patients avec une hypoxie inférieure à 150 mm de mercure, et ça a été également renouvelé dans la dernière conférence de consensus française, où à ce moment-là, le papier venait juste de sortir et nous avions eu des grandes discussions pour le maintenir à ce moment-là, et on avait mis le PF à 150. Cette étude, on va beaucoup y revenir dessus, c'est des patients sévères en RDS, administration très précoce, et d'une durée moins de 48 heures avec des critères qui vous sont représentés là. Et cette étude avait montré un effet d'une diminution de la mortalité à J28 avec un P à 0,05, donc on est encore limite. Et puis le critère jugement principal était le P à J90 qui était à 0,08. Donc ici c'était une étude négative sur le plan purement, j'allais dire, statistique, mais en fait en faisant un ajustement, le P ressortait, donc c'est assez discuté. Mais par contre, ce qui est intéressant, le signal est très fort lorsqu'on le regarde des malades les plus sévères, c'est-à-dire avec un PaO2 sur FiO2 inférieur à 120. Bien sûr, on peut discuter la sévérité des patients, doit-elle prendre en compte les échanges gazeux, l'hypoxie uniquement, ou d'autres caractères tels que la mécanique ventilatoire des patients et autres. Puis quand on veut être un peu taquin, en fait, on regarde la mortalité, qu'elle soit à J28 en réanimation ou à J90, finalement, elle n'atteint jamais la significativité ou presque. Donc, on peut se dire que, attention, les Américains avaient justement jamais considéré les curars comme un effet qui marchait. C'est pour ça qu'ils ne l'ont jamais recommandé et qu'ils sont amenés à faire cette étude rose.
Aussi, la neuroméopathie dans l'étude Accurasis était significativement non différente, mais quand on regarde les chiffres, il y avait quand même plus dans le bras traité. Enfin, l'étude rose, donc les Américains ne croient jamais les Français, et donc ils ont dit on va faire ça, et donc avec la RDS Network, qui était dissous à ce moment-là, ils ont refait un nouveau groupe. Le groupe s'appelait PETAL, et la première étude du réseau PETAL était l'étude rose. Ils sont vraiment très forts, ces Américains, et ils ont designé une étude pour inclure 1400 patients et reproduire l'étude française Accurasis et voir si ça marche ou pas. Unfortunately, comme ils disent, l'étude était négative, comme vous voyez dans cette courbe de Kaplan-Meier, puisque finalement, la mortalité était beaucoup plus élevée que l'étude française, et surtout, elle était NS. Et cette étude a été arrêtée prématurément après 1000 malades inclus sur les 1400 pour futilité. Alors, encore une fois, Arthur Streski a fait l'édito entre l'étude française et l'étude américaine. On peut y revenir, il y a des différences qui expliquent tout cela, beaucoup de différences qui s'expliquent, le caractère aveugle ou pas double aveugle, le moment où on inclut les malades. Donc tout ça, on peut les rediscuter, mais moi je vais essayer de vous pointer du doigt les petites choses qui vont vous convaincre qu'il faut reconsidérer, et que là, en fait, vous voyez par exemple dans plusieurs tableaux comparatifs, en fait, vous allez chercher dans celle-là, et on voit malheureusement en fait quelque chose qui passe inaperçu, c'est qu'il y a plus d'effets indésirables cardiovasculaires dans le groupe curare que dans le groupe contrôle dans l'étude américaine, qui n'avait jamais été rapportée, et pas de différence en termes de pneumothorax ou barotrauma, contrairement à l'étude Accurasis. Et en fait, quand on regarde les tableaux du papier, qu'il faut aller chercher et lire de près, et vous voyez, ici c'est peu rapporté en fait qu'à J28, il y avait plus de neuromyopathie, donc méfiance, qu'il y avait plus d'effets adverses, et en particulier le P était à 0,09, pas significatif, mais quand on regarde les effets adverses cardiovasculaires, on trouvait un P significatif, 14 versus 4, et ils sont rapportés ici essentiellement des troubles du rythme avec parfois des conséquences désastreuses. Donc quand même, les curares mal utilisés ou ne sont pas totalement aussi safe, et donc il faut reconsidérer, j'essaie de vous convaincre qu'il faut absolument reconsidérer la place des curares. En conclusion, pour respecter le temps, faut-il revoir la place des curares dans le SDRA? La réponse est oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser, mais leur place, il faut la revoir. Alors, quelles sont les propositions que je peux faire, qu'on discutera ensemble? C'est pour quel patient, pour quand commencer, pour quelle durée, quel type et quel management. Mes propositions sont les suivantes. Tout d'abord, il faut le réserver aux patients non pas que sévères, mais les plus sévères, c'est-à-dire peut-être que ceux qui ont vraiment une sévérité globale en mécanique ventilatoire avec des pressions très importantes, de pression intrathoracique en particulier reflétée par la pression de plateau, et surtout des échanges gazeux après optimisation qui restent malheureusement très hypoxiques avec un rapport PO2 sur FE2 inférieur à 120. Quand commencer? Là, c'est commencer probablement tôt, une fois que tout a été optimisé. Pas tout de suite, mais il faut optimiser le patient sans utiliser les curares, et si jamais avec une optimisation on voit au bout de 4 à 6 heures l'absence d'amélioration, il faut absolument dans ce cas-là considérer les curares, mais au-delà de la 48e heure, on est dans un autre contexte, on n'aura plus les mêmes effets. Pour quelle durée? Dans les papiers testés, en particulier l'étude Accurasis, c'était pour 48 heures. Ça, c'est un point sur lequel nous, à Montpellier, puisqu'on a participé à l'étude, on pense que peut-être il faut le voir absolument, et nous recommandons, on peut discuter, il faut absolument faire des stops, des tests d'arrêt toutes les 6-12 heures, parce qu'en fait, on a eu beaucoup de malades qui, au bout de 12 heures, s'étaient améliorés, et on était obligé d'aller jusqu'à 48 heures. Moi, je pense que ça, c'est un point qu'il faut vraiment revoir, la place des curares là-dedans, et j'aimerais qu'on en discute tout à l'heure avec Samy. Je pense que toutes les 6 à 12 heures, il faut faire un stop et voir pour éviter les effets cumulatifs et secondaires. Quel type de curare? Pour l'instant, les données sont faites sur le cisatracrium, donc à ma connaissance, il n'y a pas d'autres études qui, en tout cas, excusez-moi, études randomisées contrôlées qui ont regardé ça. Donc pour l'instant, on recommandera cette molécule. Et puis le management, comme je vous l'ai dit, doit être obligatoire. Alors effectivement, dans l'étude Accurasis, on avait pris la dose la plus élevée, mais par contre, je pense qu'il n'est pas raisonnable de ne pas avoir un monitorage, et peut-être il faut qu'on discute si on doit obligatoirement être à 0 sur 14, ce que je ne considère pas, plutôt 1 à 2 en ce qui me concerne, selon la méthode d'Assenoun, et ce point sera discuté tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention.